Boum. Alors, bonjour Hawa. Hawa. Comment tu vas? Bonsoir, ça va? Tu vas Très bien? bien, et toi? En tout Très cas, bien. je te remercie déjà d'être là pour participer à ce podcast numéro 3 déjà. Donc Oh, aujourd'hui, mais on c'est un va... plaisir, c'est un plaisir. Alors, je sais Je que là, passe ma vie, il fait très tard. Il je fait passe très... ma vie à écouter des podcasts et c'est la première fois que je suis invitée à un donc I'm like, ouh! Donc, c'est bien. Alors, donc c'est une très bonne chose. Alors, je sais qu'il fait très tard chez toi. Il fait 1 heure du matin, c'est Mhm. ça, à Dubaï. Ouais. Et donc, on va essayer de faire un podcast d'1 heure, technique, comme on dit. Alors, Ok, Hawa. très bien. Alors, Hawa, c'est qui Hawa déjà? D'où vient le nom Hawa déjà? Hawa, c'est quoi l'origine de ton nom? Est-ce que tu connais déjà ça? Tu viens d'où? Ben oui. Euh, c'est un nom arabe, musulman. Et depuis que je suis ici, à Dubaï, on me dit, toute ma vie, on m'a dit que Hawa, ça signifiait Ève. Donc Adam et Ève, you know. Ouais. Mais depuis que j'habite dans un pays arabe, apparemment la manière dont on prononce, donc si on dit Hawa, ça veut dire autre chose. C'est pas Ève. Il y a une prononciation un peu légèrement un peu différente de ce qu'on a. Hawa. Et donc I think so. So they're like Hawa, ça veut dire de l'air, like du vent. De l'air, du vent. In Arabic, yeah. So I'm like okay. Good. Très bien alors. Alors, c'est qui Hawa Kuta alors? Bon, Comment tu peux te écoute, décrire, on va dire, Hawa? par où commencer? Hawa Kuta, je me décris comme d'abord une citoyenne du monde. Toi-même, tu sais comment je passe de pays à pays toutes les 5 secondes, you know. Mais je suis burundaise de nationalité et de naissance, avec un papa sénégalais et une maman rwandaise. Mais je suis née, j'ai grandi au Burundi. Mais entre-temps, depuis ma naissance jusque-là, j'ai un peu bougé. J'ai fait Dakar, là où je me suis fait des amis, toi inclus. Après Dakar, j'ai fait la Malaisie. Et après la Malaisie, on fait Burundi encore. Et là, en ce moment, je suis à Dubaï. Depuis, ça fait 2 ans cette année, ce mois-ci. Ce mois-ci, alors, donc tu aimes, en fait, tu aimes voyager, j'ai l'impression. Tu es globetrotter, c'est ça? Ouais. Yeah. Et tu deviens polyglotte en même temps, on va dire. Pardon? Parce que tu deviens polyglotte aussi en même temps. Parce que tu as beaucoup de langues, je veux dire qu'il y a beaucoup de langues que tu parles forcément. Hein. Pas autant que j'aimerais, mais c'est un de mes objectifs, devenir polyglotte. Actuellement, tu as combien de langues? Pour le moment, j'ai le français, j'ai l'anglais, of course. Ouais. Je suis en train d'apprendre un peu l'espagnol. Je suis en train de pousser un peu pour ne plus être au stade basique. Très bien. Après, je voudrais aussi entamer avec l'arabe, you know. Yeah. Donc, je ne parle pas autant de langues que je voudrais. Et ta langue locale aussi, j'imagine. Oh, et mes langues, non, si on commence à compter les dialectes africains et tout, oh, that's a lot, yeah. Donc, ça te fait Il y a le facilement. Swahili, que je parle vraiment. Bon, le Wolof. Le Wolof, non, t'inquiète. À un moment, je sais bien qu'elle est. Le Wolof, non, à un moment, je sais bien qu'elle est. Ok. Yeah. Donc, voilà. Oh, c'est bien. C'est un peu ça en fait. Alors, Hawa, où l'aventure a commencé, Hawa? Hawa, tu quittes Dakar. Alors, tu es né où déjà? Au Burundi ou au Rwanda déjà? Non, je suis née au Burundi. J'ai grandi au Burundi. J'ai fait toutes les études au Burundi. Et bizarrement, je suis la seule de ma famille qui a fait toutes ses études au Burundi parce que les autres, ils ont fait l'internat au Rwanda, au Rwanda et tout. Donc je suis considérée. Tu es considérée comme une Burundaise à 100%, on va dire. Moi, j'ai pas tellement bougé. En tout cas, jusqu'à la fin de l'école secondaire, j'ai pas bougé. Et donc, après ça, je suis venue à Dakar. Et je pense que l'aventure a commencé à Dakar, en fait. Parce que, mais avant qu'on rentre à Dakar, quand même, attends, au Burundi, c'était quoi? C'était calme? C'était une période quoi? Une période électorale, il n'y avait pas de guerre, non? Tu es arrivé quand? C'est-à-dire,
Au Burundi, c'était pas si stable à un moment donné, non? Si? Non, avant que on a eu une guerre civile en 93, Ouais, quand juste même. avant celle du Rwanda. Ouais, et c'est t'as trouvé là-bas? Oui, Tu l'as je m'en vécu rappelle comment? carrément. Tu l'as vécu comment Non, mais en tant qu'adolescent? j'étais Tu es quand toute même petite? trop jeune. Mhm. J'étais quand même trop jeune et pour être honnête, nous, on vivait dans une partie de la ville, de la capitale qui n'était pas Ok, très d'accord. affectée. Ok, Hein. c'est bien. Donc, on entendait juste, les coups de feu, les histoires. On avait des familles qui vivaient dans les zones périphériques qui venaient rester chez nous à la maison, blablabla. Mais nous, personnellement, on n'a pas été très affectés. Très affecté. Ok, c'est bien. Yeah. Alors, donc, Ouais. on va dire que tu as une enfance assez calme, on va dire alors. Oui, Ok, assez calme. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à Dakar? Tu as le bac, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'amène Qu'est-ce qui te J'ai le motive? bac. Donc, à Dakar, j'ai le bac et je veux faire mes études universitaires. Ouais. Et fun fact, quand j'avais le bac, j'avais l'intention d'être un médecin. Donc, à Dakar, je suis venue pour l'école de médecine. Ah, quand même. Mais il y a eu beaucoup de perturbations, ça n'a pas marché. Parce que c'était quoi l'histoire? Déjà, je n'avais pas la nationalité. J'ai un parent sénégalais, c'est vrai, Oui. mais j'ai pas la nationalité. Tu n'es pas sénégalaise, on Donc, va dire. je suis pas sénégalaise. Ok. Ah. Tu es sénégalaise d'origine. Ok, d'accord. D'origine sénégalaise. Parce que le papa est sénégalais, donc du coup, tu es sénégalaise Exactement. d'origine. Mais tu n'as pas les papiers sénégalais. Ok. Alors, donc tu arrives à Dakar, tu veux t'inscrire à la fac et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que Alors, c'est un peu dur de rentrer, bien sûr, de je rentrer à comprends. la fac parce que je Bien suis pas sûr. sénégalaise et tout. Ma deuxième option, et j'ai toujours voulu être un docteur. Like, je n'avais que deux options, soit être un médecin pour me spécialiser en pédiatrie ou Ouais. bien psychologie clinique. Ouais. Just that. You know. Et donc, je me dis, OK, je ne peux pas faire la médecine et je vais faire la psychologie clinique. Et après, on me dit, c'est la même chose pour faire la psychologie clinique, tu dois d'abord être intégré dans la faculté de médecine. Yeah. In which I cannot get into. Et donc, du coup, quand je suis venue à Dakar, je suis venue avec ma mère. Elle m'avait accompagnée. Elle me dit, tu vois, on a fait tout ce chemin, blablabla. Il va falloir que tu trouves, tu cherches une autre option et tout. Quoi. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini avec Subdeco. Pourquoi une école de commerce par défaut? On va dire que donc, en fait, c'est un choix par défaut, on va dire. C'était par défaut. Parce qu'après, on me proposait sociologie, mais il y a une amie à ma mère qui disait, oh, sociologie, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Si tu dois maintenant choisir quelque chose d'autre où il est assez facile d'avoir des débouchés, au mieux tu vas pour le business administration, you know. So, et à ce moment-là, moi, I was like, you know what, j'ai pas les deux options que je voulais, donc du coup, je vais prendre la première proposition que vous m'avez faite. Et après, on a dit, OK. Voilà. Et donc, du coup, après avoir... Pardon? Du coup, tu as fait l'école de commerce par défaut, on va dire. J'ai fait une école de commerce par défaut, you know. Je n'étais pas très heureuse au début. Je le faisais juste par fatalité. Je dois étudier de toute façon. C'est juste que je n'ai pas le choix. On me dit que je dois étudier, donc je dois étudier. Donc, j'ai fait l'école de commerce. Donc, tu n'étais pas consciente en réalité. C'était le jeune, on va dire, c'était, je ne vais pas dire une adolescente, mais tu étais à la fin de l'adolescence. Tu as 18 ans. Alors, tu arrives dans un environnement nouveau. En fait, tu n'as pas de motivation, on va dire, de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu dois faire des études. Exactement. Je n'avais pas de motivation. Ce n'était pas par passion. Au début, ce que je voulais faire, c'était par passion, mais après, il n'y avait aucune motivation. Je le faisais juste pour les parents. C'est juste en fait, que ne pas faire. En fait, ce qui est bien dans ce que je dis, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes à ce stade de leur vie n'ont pas de motivation. Ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, c'est parce que papa a dit, maman a dit, il faut aller à l'école, il fait une école supérieure, donc tu y vas. Et ce qui est encore plus terrible,
c'est une école de, c'est-à-dire l'après-bac doit se préparer. Aujourd'hui, on doit normalement savoir les débouchés, mais tu sais, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de jeunes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent être après. Et je crois que nous tous, on a été dans cette même dynamique, la plupart. Donc, toi, tu étais vraiment dans ce cas-là aujourd'hui. Exactement. Et maintenant, tu sais, je me rends compte que au début, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, les jeunes Européens, ils prennent toute une année, par exemple, entre le bac et leurs premières années universitaires. Ils prennent peut-être toute une année pour voyager, ou pour faire des stages, ou pour faire un volontariat, juste pour savoir exactement, ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, ouais, c'est important. Et à un moment, en plein milieu, non, c'était peut-être après Subdeco, après mon bac plus 3, après Subdeco, pendant mon master, je pense, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça. Au moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas entrer dans l'école de médecine ou dans l'école de psychologie, j'aurais dû prendre une pause. J'aurais pas dû écouter les parents. Parce que aussi on est en Afrique, il y a aussi des parents qui sont toujours, tu dois être à l'école, qu'est-ce que tu vas faire pendant toute une année? Est-ce que tu as une autre option? Blablabla et tout, j'ai pas eu tellement le choix de pouvoir m'asseoir et de dire, OK, let me look into my options and find something else. C'est comme si tu regrettais en fait le choix que tu avais fait, c'est ça? Non, ou bien non? C'est pas un regret. Non, on va pas dire ça. Non. On va dire que c'était en fait, c'était ta destinée, on va dire. Non, parce que non, j'ai pas regretté parce que je suis pas une personne de regret. Je trouve toujours, comment dire, je trouve toujours une leçon ou une, Bon, ça, parce que on va en parler à Dubaï. On va en parler à Dubaï, je sais, parce que les débuts n'ont pas été faciles. Donc, je crois qu'on aura largement le temps de discuter de ça. Mais si je reviens aujourd'hui à l'école, et pour clôturer le chapitre, on va dire l'école de commerce, tu fais 3 ans. Alors, 3 ans, tu es là. Non, je fais 2 ans. 2 ans. Alors, tu fais 2 ans, c'est ça? Oui. Alors, tu fais 2 ans. 2 ans. Et puis, j'ai transféré en Malaisie. Ah, ok, d'accord. Donc, tu fais 2 ans et après, tu te transfères en Malaisie. Alors, ça se passe comment? Pourquoi la Malaisie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait partir en Malaisie? Tu voulais encore découvrir quelque chose? Ou tu étais encore jeune, tu ne savais pas ce que tu voulais faire? Ou bien tu commençais à savoir ce que tu veux faire? Honnêtement. Non. Alors, le transfert en Malaisie c'était toujours école de commerce. Mais je me suis rendue aussi compte que j'étais plus à l'aise dans un système anglophone plutôt que francophone déjà, pour commencer. Et aussi avec Dakar, j'ai eu un peu du mal à m'adapter. J'ai fait 2 ans là-bas, mais après, et je suis pas quelqu'un qui a toujours du mal à s'adapter. Je suis très, très, très adaptatrice. Je m'adapte à tout très vite. Et du coup, après 2 ans à Dakar, j'étais pas aussi confortable, disons, que je voulais l'être. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, d'abord je vais transférer à un système anglophone parce que, toi-même, tu sais, je suis plus à l'aise là-bas. Et aussi, j'avais un peu il y avait quelques membres de ma famille aussi qui étaient en Malaisie. C'est pour ça que j'ai choisi la Malaisie spécifiquement. J'avais 2 cousins déjà qui étaient déjà là-bas. Ils me disaient, oh, c'est bien, viens avec nous et tout. Et il faudrait aussi te rappeler que j'avais pas beaucoup d'attachement avec ma famille sénégalaise, et donc, c'était plus facile pour moi d'être avec mes cousins du côté de l'Est parce qu'avec eux, j'ai grandi et tout, carrément. Je me sens plus en famille qu'au Sénégal, Et donc, du coup... Alors, j'ai une question peut-être qui me dira peut-être personnelle, mais qu'est-ce qui fait que tu ne t'adaptes pas à Dakar? C'est quoi le problème à Dakar? Tu es une personne qui t'adapte vite, c'est quoi? C'est le contexte social? C'est le mindset? C'est tes relations? Qu'est-ce qui te bloque à Dakar? Dakar, je pense qu'il y a un choc culturel, il y a un certain comportement, il y a, je sais pas, une certaine tenue qui est, I don't know, like you're expected to do some stuff, and to be somehow. Et rappelle-toi, je viens de l'Est, et vous êtes de l'Ouest. On n'a vraiment pas la même culture, on va dire.
En fait, c'est rare. En fait, c'est rare de voir ça parce qu'en général, on dit au Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité, tu vois, le pays de la teranga. Donc, en réalité, Et j'ai est-ce vu que... ça. Oui, Et j'ai vu ça. And I saw that. And I saw that. Mais en fait, il y a un il y a mais. beaucoup de Enfin, il y a un facteurs. mais, il y a un mais, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui font que tu ne veux En pas fait, il y a rester, on beaucoup va de dire. facteurs. Voilà, tu as En envie de général, partir. oui. En général, oui, les Sénégalais sont accueillants. Ouais. On est accueillants. C'est vraiment le pays de Bon, là, tu me dis l'hospitalité et on, tout. donc là, tu te considères comme sénégalaise, là, soudainement. Ok, c'est bon. C'est bien It's not, déjà. it's not Ok, clear. ok, vas-y. So, I think le fait qu'on appelle le Sénégal le pays de la Oui, teranga, oui, ça vous met, je pense que ça vous met aussi un peu de la pression. Et oui. du coup, vous être, votre l'hospitalité, elle n'est pas toujours aussi Ok. naturelle On en fait qu'elle un est peu supposée trop. l'être. On en fait un peu trop, on va dire. Je pense que vous le faites parce que vous devez le faire. Peut-être au Ok, début, ok, en majorité, en général, les gens le sont. Mais à un ok. moment, vous le faites parce que vous devez le faire. Vous établissez le pays de Danga, donc on va, yeah, you're gonna do it. And mind you, à chaque fois que je suis au Sénégal, avec mes cousins et tout, tu sais comment ils m'appellent? Ils m'appellent Ouais, ouais. Lagnac. Contextuellement. Et ça, Non, tu sais, c'est la famille. Non, non, c'est terrible, hein. Tu sais, en fait, c'est terrible parce que je te coupe pas, c'est terrible parce que les gens se rendent pas compte, en fait, comment ça fait mal de considérer des gens qui viennent. Après, Niak, il faut comprendre aussi. Ça veut dire quoi, Niak? Tu vois, c'est péjoratif, on va dire. Je crois que Niak, ça veut dire tout ce qui est en dehors de l'enclos. Alors, donc, techniquement, aujourd'hui, les gens chez nous, on ne se rend pas compte, mais on fait du mal aux gens en les considérant comme tels. Et ça, ouais, c'est totalement en porte-à-faux avec l'idéologie qu'on essaie de prôner, qui est l'hospitalité, la gentillesse, tu vois. exactement. Et quand même, tu n'es pas la première personne qui me le dit, parce que je sais qu'on va faire un podcast carrément sur cette partie-là. Ça, Okay. je vais le faire, Inch'Allah, où vraiment, on va voir aujourd'hui, est-ce que réellement on est dans un pays où la teranga, elle est réelle? Est-ce que c'est, comme tu dis, is it true? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'on ne fait pas semblant ou est-ce qu'on n'est pas forcé de le faire? Et je crois que ça, c'est un sujet, c'est déjà un sujet de podcast, je crois très bien. Donc, je vais t'extirper de là et je vais t'amener en Malaisie assez rapidement. Et voilà. Et maintenant, Okay. tu me diras comment tu as trouvé la Malaisie. Qu'est-ce qui t'amène à la Malaisie déjà? Pourquoi la Malaisie? Alors, la Malaisie, comme j'avais dit, il y avait le système anglophone. C'était un bon package, en fait. Il y avait le système anglophone, il y avait de la famille là-bas. Euh, le prix des écoles et tout, il était plutôt abordable. Et avec la chance d'avoir un bon degree, et de bonnes écoles, les écoles sont excellentes et tout. It was a perfect package, you know. Et aussi, l'expérience en Malaisie, elle était bien parce que là, j'avais l'espace de me découvrir et de m'exprimer que je n'avais pas eu quand j'étais à Dakar, you know. Parce que Dakar aussi, tu es toujours là, il y a tout le monde, you know, il y a la famille et tout, tu es censé faire ceci, tu es censé faire cela. C'est toujours parce que tu as peur ou you're being watched, you know. Et en Malaisie, il n'y avait pas ça. C'était une nouvelle ville, personne ne te connaît, tu ne connais personne. And you get to discover yourself. You get to know people, you get to make new friends. Franchement, les 5 années en Malaisie, ce sont les meilleures de ma vie. Ok. À part le high school. Bon, alors, la Malaisie, c'est... Alors, là, maintenant, tu commences à être conscient, j'imagine, de ce que tu veux faire. Déjà, la scolarité, ça se passe comment? Qui paye? J'imagine tes parents déjà, c'est ça? Ou bien tu travailles? Ok, alors, donc, aujourd'hui, tu as une kind of pressure, aujourd'hui que tu as, j'imagine, parce qu'il faut que tu finisses vite, parce qu'il y a la famille derrière qui doit arriver. Je crois que tes jeunes frères ont le bac, donc il faut que tu closes assez rapidement pour pouvoir aujourd'hui, je ne dirais pas financer peut-être les études des autres, mais il faut que tu finisses rapidement de travailler, de faire tes cours pour commencer à travailler et aussi payer pour tes frères, c'est ça? Non, pas Pas forcément. nécessairement, mais plus pour
euh, du moins pour sortir de la ligne, pour que les autres puissent continuer. Sinon, c'est plus difficile pour les parents de payer pour deux que de payer pour bien un. Sûr, bien sûr. Et du coup, ma dernière année, je pense, c'est là où ma petite sœur m'a rejoint en Malaisie. Ouais. Donc, on a fait une année ensemble, je suis partie et puis il y avait qu'elle. Elle aussi, sa dernière année, c'est là où le petit frère l'a rejoint. OK. So, that was the idea. Parce que sinon, si on est deux, c'est un peu lourd pour les parents côté financier et tout. OK, donc là, tu deviens maintenant un peu mature. Tu me parles maintenant de lourd, de financier. À Dakar, tu me parles d'autres choses. Tu me parles de, tu vois, que je n'ai pas trop. Tu vois, donc, en fait, tu as pris un coup de maturité, j'ai l'impression, énorme. Qu'est-ce qui s'est passé en Malaisie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui ou bien c'est normal, c'est la maturité qui arrive. Et tu as quoi? Tu as 23 ans? Tu as 24 ans? Tu as 22 ans? C'est ça? En Malaisie? Oui. En Malaisie, j'ai 22 ans. D'accord. Alors, 22 ans. Alors, donc 22, 23, tu rentres en Malaisie. Là, tu commences à avoir une conscientisation, on va dire. Et ça se passe comment? Est-ce que tu excelles les cours? Alors, tu es sharp, ça veut dire tu bosses dur parce que tu veux clôturer et commencer à bosser. Tu as déjà un rêve, un idéal qui est là, tu es motivé. Ça se passe comment? Oui. Alors, je pense aussi, pour moi, personnellement, c'est venu avec la maturité. Et aussi, quand tu es en Malaisie, l'histoire est différente. Quand j'étais à Dakar, je pense que la plupart de mes camarades à Soutiko, ils étaient tous, enfin, la majorité, ce sont les parents qui payaient, ou alors une bourse, je pense. En Malaisie, c'était différent. En Malaisie, on pouvait voir des gens qui payaient les études par eux-mêmes. Il y en a qui travaillaient pour payer pour leurs propres études, et ça t'ouvre un peu les yeux. C'est un monde différent et tu vois que, like, life is not as easy as you used to think. Et en même temps, tu prends de l'âge et donc, du coup, tes parents ne te cachent pas ou ne te cachent plus certaines réalités. Situation financière, and also, ils ne te cachent pas les projets parce que, tu vas voir ta maman, ton père va dire, oh, il y a ceci, cela, construction, blablabla et tout. Et tu commences à réaliser à quel point tu es un fardeau, en fait, Parce qu'à Dakar aussi, c'était moins cher. C'était moins cher, c'est pas comme en Malaisie, Mais en Malaisie, je pense, peut-être ce mois-ci, ils t'envoient l'argent de poche, l'autre mois, c'est un peu, oh non, attends, on va faire ceci, on doit faire. Et là, tu commences à te rendre compte à quel point c'est dur pour eux de, Non, c'est instructif parce que ce que tu dis, c'est lourd, le fardeau, tu vois, tu ne le travailles pas après exprès. C'est sorti naturellement, en fait, pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder notre podcast et qui vont aujourd'hui peut-être pas encore conscients de ces choses-là, qui croient que, voilà, papa doit payer, maman doit payer, c'est normal. Beaucoup de jeunes, pour eux, c'est normal. Ils ne savent pas concrètement comment ils font pour pouvoir payer aussi cher des études à l'extérieur. Il faut que ces jeunes-là soient conscients qu'il faut du résultat. Comme tu as dit, il faut qu'ils finissent rapidement, il faut qu'ils deviennent indépendants rapidement pour pouvoir soulager les parents. Donc, je crois que ça, c'est un aspect qui est très important sur ton histoire en Malaisie, que tu retraces, mais tu ne me parles pas du lifestyle en Malaisie, c'est-à-dire, est-ce que c'est ton intégration à Dakar est difficile? Est-ce que tu as eu le même problème en Malaisie? Ou bien est-ce que tu t'accompagnes de gens de ta contrée East Africa? Ou bien tu t'es mélangé? Ça s'est passé comment? Non. Déjà, pour commencer, en Malaisie, il y avait toutes les nationalités. Like, you're going to meet people from East Africa, from West Africa, from South Africa, Malawi, Zambie, Corée, China, Ouzbékistan. Il y a des pays dont je n'avais jamais entendu que je, that I heard when I was in Malaysia, So that's why it's easier. Il n'y a personne qui est à la maison. Aussi à Dakar, ce qui était difficile, je pense, c'est parce que j'étais celle qui n'était pas à la maison et tout le monde, le reste, ils étaient chez eux. So basically, j'étais l'étrangère et à chaque fois, même après 2 ans, on me rappelait, yeah, you're the Nyak, But then in Malaysia,
on est tous venus de quelque part. Ok, Et il y a personne qui est de Malaisie, en fait. je On avait comprends. un peu quelques locaux, malaisiens et tout, mais on n'avait pas beaucoup. Et donc, c'est ce qui a rendu l'intégration aussi facile. Ok, bon, je fais un clin d'œil à Moudou Fadel Diop, qui est aussi un Malaisien, on va dire, qui a été avec toi en Malaisie, je crois, avec Fadel, avec une petite différence, Yeah. au niveau des promotions, je crois. Malaisie, ça a été une destination à un moment donné où beaucoup de jeunes, même Sénégalais, sont allés, hein, parce qu'on voit avec, j'ai eu peut-être 2 amis, je crois, qui sont allés en Ah, Malaisie. mais aussi, et à un moment en Malaisie, ils étaient très dynamiques en termes de marketing. Oui, Ils effectivement. envoyaient des émissaires dans les pays Effectivement, oui. Pour pour faire vraiment le prendre des push. jeunes, ils ont compris en fait, ils ont vraiment marketé pour pouvoir recruter des Yeah, jeunes, j'ai l'impression. Ok. right. Et l'intégration là-bas, comme tu dis, tout le monde arrive en même temps. Oh, tu n'es plus ñac dans ce pays-là. Donc voilà, voilà, tu es quoi? Tu es burundaise, c'est ça. Tu n'es pas sénégalaise là-bas, tu es la burundaise. Alors Yeah, tu es tranquille, voilà, tu as ton monde East Africa. Vous parlez, j'imagine, vous êtes anglophone, donc ça passe encore mieux. ouais. Tu as des contacts anglais, tu parles avec des anglophones, tu es tranquille. Et alors, tu fais combien d'années en Malaisie? J'ai fait, en tout, j'ai fait 5 ans, Ouf, quand même. mais pas continu. Donc, j'ai fait Ok. 3 ans. Et il y a une année où je suis rentrée. Donc, après mon bac, je suis rentrée pour faire un stage avec EcoBank pendant une année. Donc, Après, je suis retournée pour après ton bachelor, c'est ça? après mon bachelor. Yeah. Et Ok, après une année avec EcoBank, je suis retournée pour faire le MBA. ok, Donc, d'accord. ma présence en Malaisie était 5 ans à peu près. 5, ok, d'accord. Donc, tu finis, tu fais ton. Alors, donc, vraiment, Malaisie, c'est une success story, on va dire. Ça veut dire que tout se passe très bien. Tu fais tes Yeah. cours tranquille, tu viens à EcoBank, tu as ton stage tranquille, pas de problème pour t'intégrer. Pour avoir ton stage, ça s'est passé comment? Tu l'as fait à distance, tu avais déjà des contacts, ça s'est passé comment? Pour avoir le stage à EcoBank. Oui. Ah, ok. So that's something also we have to talk about. Pour avoir le stage à EcoBank, je, donc, tu sais que maman, elle a un business, elle a un restaurant Ouais. ouest-africain avec une spécialisée dans la cuisine ouest-africaine. Et Ok. donc, du coup, on avait beaucoup de clients, la plupart c'est des Ok. expats, Ok. et tout. Et avait un ami sénégalais, Monsieur Diop, Monsieur Lamine Diop. Il était avec la trésorerie. Ok. Et donc, on parlait, il me dit, oh, tu es de retour, tu fais quoi, blablabla. Je dis, oh, je viens de finir, je vais voir mon bachelor. Et il me dit, OK, maintenant tu fais quoi? Je dis, je vais prendre une pause, avoir un peu d'expérience avant de pouvoir aller faire mon master et tout. Et je me dis, OK, passe-moi ton CV et tout. Et puis après ça, le coup était parti. Et Très bien. donc, mon entrée à EcoBank, c'était avec la trésorerie. Ok. Donc, tu as un networking qui t'a permis de rentrer là-bas. Pardon? C'est un networking qui t'a permis de rentrer là-bas. Yes, yes, yes. Alors, donc, du coup, on peut dire de manière très structurée aujourd'hui, on peut dire de manière très structurée. Mm-hmm. Allô? Sorry, excuse-moi. Alors, donc, on veut dire que c'est le networking qui te pousse à rentrer dans EcoBank. Alors, tu fais 1 an de stage et tu repars en Malaisie Mm-hmm. pour finir ton MBA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, tranquille. Et ça se passe très bien, ces 2 ans MBA, ça va? Oh, le MBA, c'était bien. C'était une école différente. Donc, du coup, ça m'a aussi permis d'élargir encore plus mon network. J'ai rencontré, je me suis encore fait encore plus d'amis. It was still perfect. Malaysia was really good. It was really good. Ok, donc en fait, tu t'es élargi ton réseau, on va dire. Tu as eu un Mhm. networking qui s'est élargi Oui. euh, avec un MBA, on va dire. Et donc, du coup, excuse-moi, hein, 2 secondes. J'ai mon fils Oh, qui, la partie technique, c'est ça, les aléas du direct, on va dire. yeah, sure, no problem. Mhm.
Voilà, c'est bon, sorry. Voilà, alors, donc du coup, tu élargis ton network, on va dire, tu fais 2 ans supplémentaires. Là, je crois que c'est les 2 dernières années, ta sœur te rejoint, c'est ça? Et Oui, oui. tu l'accompagnes comment? C'est-à-dire, comment ça se passe quand ça arrive? Tu l'intègres et tu t'en vas, c'est ça? Oui. Alors, elle a eu de la chance parce qu'elle a rejoint la même école que je faisais le master. Ok, Donc, d'accord. carrément, on était dans la même ville, la même école, donc c'était parfait. Du coup, on a pris le même appartement, and then, you know, après, je l'ai intégrée progressivement. Quand je suis partie, elle était OK, elle était prête. Ok, donc tu as vraiment joué le rôle de la grande sœur, on va dire, au vrai sens du terme. Oui. Il y a mes amis qui ont pris le relais quand je suis partie. Très bien. Maintenant, on est une grande famille. Ah oui, j'imagine. Alors, donc vraiment, Yeah. la famille s'élargit, on va dire. Alors, Yeah. donc maintenant, ça se passe comment? Tu reviens encore au Burundi, ça se passe comment? Alors, je reviens au Burundi. Euh, je reviens au Burundi parce que d'abord, je tiens à préciser que je tiens toujours, à chaque fois que je m'en vais, je tiens toujours à revenir au Burundi. So I'm always like, je dois retourner à l'Afrique. Je ne veux pas étudier à l'étranger, je ne veux pas laisser l'occidental, you know, Ok, avoir, you know, profiter de ce que j'ai appris et tout, you know. ok. So, à chaque fois, je me dis, je suis in and out. Je vais faire ceci et cela, mais je retourne au Burundi. Et quand j'ai fini le master, j'avais plein de projets à ce moment-là. C'est 2015, je me rappelle. Et rappelle-toi, je voulais être médecin ou Ouais, bien je voulais faire psychologie. ouais. Et donc, du coup, je me disais, si je ne vais pas faire ça, au moins, je vais essayer de rester dans l'humanitaire ou bien dans le développement rural ou social, you know, même avec mon bachelor, même avec mon MBA, you Ouais. know. Et donc, du coup, j'avais des projets, j'avais des projets que je voulais implémenter. C'était agribusiness. Et aussi, il y avait un fellowship. Il y avait une ONG, GHC, avec laquelle j'avais fait une interview, GHC. Et c'était aussi pour une histoire d'agribusiness aussi. Mais quand je suis arrivée en 2015, c'est là où il y a commencé à avoir des problèmes Ok. politiques. Politique, ouais. Le président Un mandat voulait supplémentaire, j'imagine. un mandat supplémentaire. Donc, du coup, ça a créé des problèmes et tout. Donc, je suis arrivée en décembre et en avril, là où je devais commencer avec l'ONG, en fait, pour l'agribusiness, la crise a commencé. Il y a eu les manifestations, les gens ont commencé à fuir le pays. Il y a eu beaucoup de violence à ce moment-là. Et donc, du coup, l'ONG a fermé. Ok. Le projet a été suspendu, ils ont quitté le pays. Et donc, du coup, je n'ai pas pu continuer avec ça. Mais en même temps, quand je suis arrivée au Burundi, il y avait EcoBank qui était là. Et tout le monde a supposé. Quand je suis rentrée, je disais, ah, attends, ça c'est bon, tu Ouais. vas aller directement à EcoBank, c'est à la maison. Tu as déjà fait ton année là-bas, tout le monde te connaît. Tu n'as même pas besoin de faire une autre interview et tout, donc tu es bien, tu es calé. And I was like, yeah, 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 ok. Et donc, du coup, quand j'ai fait les interviews, j'ai fait les deux en même temps. J'ai fait EcoBank, Ok. mais je n'étais pas toujours avec EcoBank. Et donc, du coup, quand GHC Accepté. n'a pas appelé, so I was like, okay, fine, I'll go with EcoBank. Then I went with EcoBank. Yeah. Ok, donc EcoBank, tu es revenu, tu as bossé 2 ans, on va dire, c'est ça? Tu as bossé combien d'années Pardon? à EcoBank? Tu as bossé combien d'années à EcoBank après? EcoBank, c'est jusqu'en 2018, 3 ans, à peu près 3 ans. 4 ans. Ok. Mm. Alors, et c'était comment? C'était un environnement de jeunes, c'était difficile, l'insertion. Tu as évolué assez rapidement. Tu n'avais pas de plan de carrière là-bas ou pas? Est-ce que tu voulais rester déjà à EcoBank? Pardon? Est-ce que tu avais un plan de carrière quand tu rentrais à EcoBank? Est-ce que tu commençais à savoir ce que tu voulais faire réellement? Ce Ou que je c'était par voulais défaut? faire. Non, à ce moment-là, c'était par défaut. The good thing, EcoBank m'a accueilli avec les bras ouverts. J'ai déjà mentionné ça. Ils ont même pas eu j'ai même pas eu à faire les trainings au début et tout. Parce qu'il y avait
à ce moment-là, ils avaient lancé un programme de Junior Associates, you know, et ils avaient recruté un groupe de 10 qui avaient des masters. Et moi, j'étais incluse. Et tout le monde a eu à faire le tour des départements et tout. You know, you've been here before, so you don't need to. C'était assez facile parce qu'au Ecobank, quand je suis entrée, la première fois, j'ai fait le customer service, après, j'ai fait la trésorerie. Et donc, du coup, après, ils m'ont mis dans le service crédit. You know, et de domestic banking. Et après ça, c'était facile parce que j'étais là. D'abord, c'était Ecobank Burundi. Ils ont des employés qui sont un peu vieux et des gens qui ont bossé là-bas plus de 20 ans, 25 ans. Parce qu'avant, c'était une autre banque, SPF, et qui a été, acquise par Ecobank. Yeah, exactly. So it was very old people, and I was the youngest. You know, so it was very easy, you know, so to get the push, you know. Tout le monde m'a accueilli avec des bons j'avais l'expertise et j'avais l'anglais. Personne ne parle anglais au Burundi. Donc c'était bien en fait. C'était vraiment aujourd'hui le. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui tu es à Dubaï. Alors, qu'est-ce qui te pousse encore à aller à Dubaï? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne comprends pas. Tu es bien, tu arrives, tu rentres au Burundi parce que tu me dis qu'il faut que tu rentres encore. Tu aimes l'Afrique, tu veux faire monnaie ton talent en Afrique. Tu fais Ecobank 3 ans, c'est ça, et tu quittes encore. Qu'est-ce qui se passe techniquement dans ta tête? Qu'est-ce qui te pousse dans ta tête? Parce que j'ai l'impression que tu es se pousse. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le facteur politique où à un moment, il y a toute la famille qui est partie. You know. Et quand ils sont partis à Dakar. Et moi, j'ai décidé de rester parce que je me disais, j'ai Ecobank et j'ai le business familial à gérer. Et si tout le monde part, il va y avoir personne pour gérer tout ça. Et aussi, je me disais, on est en ville, on est un peu loin de tout le désordre et tout, politique. Ça ne va pas nous toucher. Et donc, du coup, mais en même temps, la famille qui était de l'autre côté me disait, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu dois quitter, blah, blah, blah. You know, you need to go, you need to do something. Like, don't stay there. It's not safe. You know? So, I was like, okay, so what am I going to do? Mais je me suis entêtée, je suis restée pendant 3 ans. Et en même temps, Ecobank a traversé un peu une crise pendant un moment, ma dernière année, je pense. Et ils ont décidé de diminuer le personnel quand ils sont passés au mobile app. OK. Express Ecobank, OK. Yeah. So, le mobile app a vraiment, vraiment, vraiment affecté les opérations et tout. Il y a des gens qui ont perdu il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. But disons qu'à la fin, je n'étais pas confortable avec l'administration, la direction et la manière dont ils ont géré la crise en général. Je comprends. Et donc, tu es allé avec on va dire, c'est une frustration aujourd'hui qui te pousse encore à quitter le pays, on va dire. You know, et je me disais, I'm not happy, you know. Je me donne à 100% pour un boulot qui ne me satisfait pas. Comme like, you know. Et tu prends tes valises et alors, tu pars à Dubaï ou bien, alors, pourquoi Dubaï? C'était un rêve? C'était l'idéal? Pourquoi Dubaï? Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas Washington? Pourquoi pas Dakar même? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dubaï? Okay. So, to start with, Dubaï, géographiquement, il est à l'endroit idéal, you know. So, I can go home. Je peux faire un saut à la maison pour un week-end. C'est juste 5 heures de voiture, je suis à la maison, you know. Pareil, ceux qui sont à la maison, ils peuvent venir me voir à tout moment. Il n'y a pas une histoire compliquée de visa et tout.
mon premier problème à aller vers les États-Unis ou le Canada et tout, le mouvement ne peut pas être aussi facile, aussi fluide des deux côtés. Et donc, je me disais, je vais à un endroit où il va m'être facile. S'il y a quelque chose qui arrive avec le business, parce que quand j'ai quitté le business et tout, maman n'était pas encore là. Les parents n'étaient pas encore de retour. Il n'y avait personne pour gérer tout ça. On avait juste laissé quelqu'un pour, Je me disais, il ne faut pas que je sois trop loin. Il faut que je sois assez près pour pouvoir faire un saut si c'est nécessaire et tout. Bien sûr. Et aussi, c'est un endroit, la plupart de mes promotionnaires de Malaisie, elles sont ici. En tout cas, mes amis les plus proches sont ici. Et donc, du coup, ils sont venus avant. Ils pouvaient témoigner de, this is going to work. You have a good exposure, blah, blah, blah. And I was like, okay, Donc, c'était pas tellement un territoire étranger pour moi. Alors, donc, tu pars à Dubaï, tu es bien accueilli, j'imagine, mais tu as un choc. Tu reçois un choc à Dubaï. Comment? Parce que Dubaï, nous, on l'idéalise en Afrique. Pour nous, Dubaï, c'est la belle vie, c'est les belles voitures, c'est les beaux hôtels, les beaux endroits. Il y a beaucoup d'argent, c'est les princes, c'est les rois, tu vois. Donc, nous, on idéalise Dubaï en Afrique. Alors, est-ce que tu as été... Est-ce que c'est vrai déjà? Ou est-ce que vraiment tu as été rattrapé par la réalité? Comment ça s'est passé? Alors, la toute première leçon que j'ai apprise en étant à Dubaï, c'est que, parce que je ne sais pas si c'est pareil en Europe ou aux États-Unis, mais on a cette fierté, I have an MBA, j'ai un PhD, j'ai fait ceci et cela. It's completely irrelevant here. Like, it doesn't matter. Il va y avoir mon directeur de marketing qui a commencé à être femme de chambre. Après, ils ont tous des histoires. Like, la majorité de l'executive committee, ils n'ont probablement aucune qualification. C'est juste expérience année après année après année. En fait, le diplôme n'a pas de valeur, on va dire. C'est plus l'expérience. Diplôme. La preuve, je suis la seule qui est un MBA, je pense. Il me demande toujours, tu as un MBA? They don't believe it. I was like, wow. Les qualifications, le diplôme ne compte pas. C'était ma première leçon. Donc, du coup, je me disais, quand je suis venue, je me disais, I have a good experience, banking, blah, blah. Genre, je vais avoir un boulot. Non. J'ai fait 6 mois, by the way. Tu as chômé 6 mois. 6 mois. 6 mois, tu n'as pas de boulot. 6 mois. En plus, le pire, c'est que tu quittes EcoBank où tu es stable. À chaque fin du mois, tu es tranquille. Tu arrives dans un monde pas nouveau. Tu me diras, tu as des camarades de classe qui sont là et tout. La grande famille. Mais tu chômes 6 mois quand même. 6 mois, c'est long. Comment ça, psychologiquement parlant, comment tu as fait pour survivre déjà? Parce que 6 mois, c'est énorme. Non, mais moi, je dis toujours, en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que les amitiés que tu formes, the relationships you have, they are important, Et donc, si tes amitiés n'ont aucune base, ils n'ont pas de valeur et tout, ou peut-être si tu as des amis qui sont là juste pour faire la fête, ça va pas t'aider. You know what I mean? So, moi, c'était 6 mois, mais quand même, ces 6 mois, j'ai eu la chance par rapport aux autres. Je pense c'était pas aussi dur, I have friends who are really who were my support system, Like, even you, I think you would check on me, je pense toutes les 2 semaines, me like, oh, ça va, tu vas bien? Like, everyone, tu as besoin de quelque chose, like, everyone would check on you, but that's the only thing that's going to keep you sane, Et après, tu te rends compte aussi qu'il y a des valeurs qui t'aident à survivre dans des cas pareils. Si tu n'es pas quelqu'un qui est, qui est à la foi, I know some people are going to be like, oh, but that's important, You need to have faith. You need to have a good support system, like des amis, la famille, des gens qui te soutiennent carrément.
Et aussi avoir the right mindset. Like, you need to be a positive person. Parce que s'il y a des gens qui ne sont pas de nature, qui sont négativistes, ou qui sont défaitistes. Ouais. Mhm. Uh, Parce que les valeurs, tu as dit une phrase importante, les valeurs, ça veut dire que les tentations étaient là. J'imagine des hommes qui te proposaient des choses assez faciles. J'imagine tu as eu tu as eu beaucoup d'opportunités faciles, on va dire, d'avoir de l'argent, c'est ça? Yeah. Alors, côté valeur, tu dois avoir une base qui est vraiment stable. Tu dois être une personne qui n'est pas facilement époustouflée. En plus, on est à Dubaï. Oui. Ah oui, on est à Dubaï, j'oublie, on est à Dubaï. On est à Dubaï. Oui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Exactly. So you're gonna easily be like, Oh. So, du coup, si tu dois laisser ton ami ou quelqu'un de ta famille, like, go out there to search for a job, just make sure they are ready, Parce qu'il y a des gens, tu les regardes, tu te dis, est-ce que cette personne va même survivre, like, oui, c'est clair. Yeah. C'est quand même pas simple, hein? La deuxième leçon que j'ai apprise quand je suis venue à Dubaï je sais, personnellement, je n'ai jamais fait de job hunting. Je me suis rendu compte que dès la sortie de l'école, j'ai eu un boulot. So I was like, I don't know how to job hunt. Ouais. Tu n'as jamais cherché un boulot. En français, job hunting, chercher un boulot. Tu n'es jamais allé chercher un boulot. Ouais. Je suis jamais allée chercher un boulot. À la sortie de l'école, j'avais déjà mon piston. Et ça, c'est un truc qui est très courant en Afrique, So you can be all confident because tu as fini l'école, tu es sorti de l'école, tu as eu un boulot directement. Et la plupart d'entre nous, on a eu des pistons, c'est parce que tu connais quelqu'un, tonton, tantine, blabla. Et c'est très courant. Et quand on te prend, on te met dans un monde où cette histoire-là n'existe pas. Tu es perdu. Tu vas faire tes applications, tu vas déposer pendant une semaine. Après, tu ne vas pas avoir de réponse. Tu vas dire, tu vas faire des interviews qui ne vont pas nécessairement aboutir. So you're not going to understand that. Non, en fait, ça me fait rire parce que c'est des discussions que j'avais toujours avec mon frère, en fait. Parce que nous, mon père disait toujours que, en fait, lui, il ne pistonne pas, en fait, c'est ça. Il ne pistonne pas. Donc, du coup, nous tous, on a trouvé notre job. Je dirais pas, on s'est débrouillé, mais on s'est tous débrouillés, en fait. Et ce qui est très rare au Sénégal, et même en Afrique. Donc, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et que c'est important aussi de savoir que le piston n'est pas forcément aujourd'hui une chose. Elle existe, c'est vrai. J'ai tout le temps qu'elle existe. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Il ne faut pas aussi qu'on croit que le piston est toujours négatif. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Parce qu'en réalité, on te pistonne pour rentrer dans un cercle peut-être d'interview. Et c'est à toi après de te battre pour rentrer dans la société. Ou bien, même des fois, on te pistonne et que tu rentres et que tu montes tes preuves tellement on dit, ah, au moins celle-là, on l'a pistonné. Mais malheureusement, dans notre environnement en Afrique aujourd'hui, c'est quand on te pistonne, c'est quand il y a des problèmes, on dit tout le temps, ah, tu parles beaucoup, c'est telle personne qui t'a amené ici. Tu ne mérites pas ton poste. Donc, effectivement, c'est une réalité africaine aujourd'hui qu'il y a. Et bon, moi, je prie Dieu, je remercie Dieu, j'ai jamais eu, je dis ouvertement ici, j'ai jamais eu, voilà, jamais, on m'a jamais pistonné, jamais. Et je crois que notre famille, je ne crois pas, ou bien, je ne vais pas dire, mais voilà, le piston ne fait pas partie de notre jargon. Parce que, comme tu dis, trust yourself, c'est important. Il faut vraiment aujourd'hui avoir, pour moi, un projet professionnel. Ça, c'est très important. C'est la chose peut-être qui nous manque, comme tu as dit, en Afrique. C'est que les jeunes ne savent pas construire un projet professionnel. Dès que tu arrives à l'école, tu sais ce que tu veux faire dans 5 ans. Donc, tu travailles sur un 5-year plan. Et each year, tu dois faire un stage sur tel domaine pour pouvoir acquérir tel domaine. Et tu monétises ton temps parce que le temps, c'est de l'argent. Et malheureusement, cette éducation-là, on ne l'a pas dans les écoles. C'est beaucoup plus théorique, comme je dis, voilà. C'est de la théorie, mais il y a moins de pratique. Et toi, tu arrives à Dubaï et tu es confronté à ça, tu vois. Tu es dans le job hunting. J'imagine tous les sites de recherche d'emploi, tu les as par cœur. Les postes qui sortent, tu applies. Et tu es là, tu attends comme si le bac arrivait, en fait. Et c'est ça qui est très bien dans ton cursus. Donc, ça te fortifie, j'imagine. Ouais. En fait,
comme tu as dit, il n'y a rien de mal, je pense, à pistonner quelqu'un. You know, if the chance is there or the opportunity is there, you can give it to someone. Mais aussi, il faudrait aussi que les jeunes, ne comptent pas autant sur ça. You know, you also gotta know that, okay, si on me pistonne pas, est-ce que dans le monde réel, est-ce que si je dois me chercher moi-même un boulot, est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que je peux prouver mes capacités? Do you even know what you're capable of? Parce que maintenant, si tu as été pistonné, des fois, tu ne vas pas être challenged, you know, in your interview, or, you know. So, like, il y a aucun mal, je pense, personnellement, à être pistonné. Mais bon, ça, c'est aussi, pour moi, ça a été une leçon. Je me suis dit, OK, maintenant, je dois sortir. You know, I have to be out there in the world. And then I have to catch someone's attention. Do you know how hard it is to catch someone? Non. Au Burundi, une autre chose qui était facile pour moi, au Burundi, c'était assez facile, you know, avec mes diplômes et tout, blabla. Mais toutes tes fondations, si tu arrives dans un pays, on met toutes tes fondations de côté, you know. Forget your diploma, whatever, you know, forget your experience. I don't care that you worked in a bank, you know. Tu n'as pas de piston. So, like, you have to get someone to notice you, you know, and stop and look you. And this is a word where tout le monde est pressé, tout le monde est busy, tout le monde, you know. So... Donc, j'imagine ta frustration arriver. Et au bout de 6 mois, tu trouves un job, mais j'imagine que ce n'est pas le job que tu aimes faire, j'imagine. Parce qu'il faut prendre un job, parce qu'il faut que tu manges ce matin, il faut que tu survives. C'est ça? Right. Et là aussi, c'est là où tu vas... Troisième leçon, tu fais un choix. Like, you're not always going to do something you love. Ou bien quelque chose qui... Bon, tu peux, you can speak French. You can speak French also, so we have a French speaker also. You can speak French, please. But what you think is very important, I think so. And basically, if you speak English also, it's good. But some people don't understand, so please, do some effort, please. Pardon. Go ahead. Je fais des efforts aujourd'hui. You will, definitely, you will. Oui, donc, je disais quoi? Qu'est-ce que je disais? En fait, ce que tu disais, c'est que là. Donc, je me disais à mon... que tu n'aimes pas forcément. Voilà, la leçon numéro 3. Tu ne vas pas faire quelque chose, tu vas pas travailler dans ta passion nécessairement, donc dans un domaine où tu es passionné, tu vas devoir, you know, prendre le premier boulot qui est là. Je pense que mon premier boulot, c'était quoi? C'était customer service, you know, téléphone opératrice au début. Mais après ça, comme j'ai dit, si tu te fais remarquer, après ça, c'est toi. Ça dépend de toi, you know. Et tu vas bouger assez rapidement si tu es quelqu'un qui est dur à la tâche, qui travaille dur, si tu es quelqu'un qui est énergétique, you know. Et donc, du coup, j'ai fait Customer Service et je pense après quelques mois, après 3 mois ou 4 mois, parce que normalement, avec Marriott, tu dois avoir fait 9 mois pour bouger d'un département à un autre. Un autre, OK. Un autre pour commencer. Et ça, c'est juste pour le training. Mais pour carrément prendre un autre poste dans un autre département, il te faut 1 année. Mais genre, après 4 mois, 3 ou 4 mois, il y a le directeur, je pense, de marketing qui est venu. Il est venu voir ma boss. Il a dit, oh, you know, qu'est-ce que tu penses? Je veux récupérer Awa, je veux l'emmener au département de marketing parce que j'ai l'impression que, you know, j'aime bien son dynamisme, j'aime bien comment il est toujours, you know, positif, bla, you know. Et donc, du coup, ma boss, elle m'appelle. Après 4 mois, elle me dit, bon, ça fait 4 mois que tu es ici, tu n'as pas encore fini ta période d'essai et tout. Il te reste encore 2 mois. Donc, how are you doing? You know, est-ce que tu es heureux? Tu es contente ici? Qu'est-ce que tu en penses? So, moi, je lui dis non. Elle me regarde et me dit, wow, why?
Pourquoi tu n'es pas contente? Qu'est-ce qui ne va pas? Blabla. Je lui dis, j'aime bien l'équipe. L'équipe, elle est Tu es super. dans quel, rappelle-nous, tu es dans quel secteur d'activité? Tu es dans l'hôtellerie? Oh, je suis dans l'hospitalité. Tu es Donc, dans je travaille l'hospitalité? pour, Un oui, oui, hôpital? je travaille OK. pour un hôtel, Un hôtel? Marriott. Marriott, OK. Yeah, yeah. Hôtel, OK. Et donc, du coup, je suis téléphone opératrice OK. pour 4 mois, pendant 4 Ouais. mois, et après, on me propose OK, d'aller de basculer vers le au marketing. OK. Parce que ça, quand même, ça marketing, va. Là, tu aimes. get experience, Yeah, you know. yeah, Yeah. definitely. Ma boss, elle me dit, non, tu vois, il y a monsieur tel qui est intéressé, il veut que tu joignes son équipe parce qu'il aime bien ceci, ceci et cela. J'ai dit, oh, alléluia. Donc, on va dire que tu as vraiment. En fait, notre podcast tire vers la fin, hein, malheureusement. Ah oui? Tu as vu, hein, on a presque 1 heure. Il nous reste quelques minutes. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir être patiente. Ce que j'ai vraiment appris, il faut devoir prendre ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. C'est aussi important. Et il faut savoir aussi saisir les opportunités. C'est ce que tu as fait en dernier, pour maintenant aller au moins sur marketing où vraiment, voilà, tu t'épanouis beaucoup plus, on va dire. Oui. OK. Et là, tu es à Dubaï depuis combien de temps maintenant? 2 ans? J'ai fait 2 ans. 2 ans, OK. Et tu te vois encore là-bas plusieurs années ou bien tu veux rentrer en Afrique après, comme tu dis tout le temps, ou what next? Okay, so one thing I didn't mention is, je veux retourner en Afrique, for sure. Ouais. Mais entre-temps, je veux reprendre les études, mais ça va être en ligne. Et je suis très décidée à faire la psychologie cette fois-ci. Nice. Because, you know, je me dis, je sais que si je me mets à la tâche dans n'importe quel secteur, je suis bien, you know. Yeah. Et je suis une passionnée, genre, en général. Peu importe ce que je fais, je le fais bien. J'y mets tout mon cœur et tout. Mais en même temps, et ça va être mon message, en fait, pour notre audience, you know. Surtout ça. On n'a pas toujours à travailler dur pour juste faire des sous. Mm-hmm. You know. Parfois aussi, à un moment, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que ça et ça va pas nous satisfaire. Parce que toutes les raisons pour lesquelles j'ai quitté le Burundi, je n'étais pas contente avec le management, je n'étais pas contente côté pay et tout. Et j'ai tout ça ici quand je suis à Dubaï. Et à un moment, je me suis dit, OK, now what? I'm not happy. I'm still not happy. Et je me suis rendu compte que pour être vraiment, vraiment dans ma peau, pour être heureuse et tout, je dois retourner à ce que j'ai toujours voulu faire. You know what I mean? You need to do what you love. Yeah. What you love and what you do need to match. You know? Okay. C'est bien de faire des compromis au début, mais à la fin, always remember to go back home. Non, En fait, c'est très instructif ce que tu dis parce que on quitte un peu de... Tu dis, hein, comme tu as dit, hein, tu quittes Dakar, tu arrives en Malaisie, tu quittes Malaisie, tu reviens au Burundi, il y a l'aspect financier encore qui te drive tout le temps. Et maintenant que tout est là, tu balais de revers de main, on va dire l'aspect financier, pour dire maintenant, en réalité, il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime, il faut avoir une vision de la vie. Et c'est un message qui est fort pour moi, pour tous les jeunes qui courent que pour l'argent, surtout parce qu'il y en a, parce qu'ils ont beaucoup de charges, effectivement. Après, les contextes sont des fois différents, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné aussi, tu as couru parce qu'il fallait payer des factures, à un moment donné. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'entre Dakar et maintenant, il y a 10 ans. Ouais. Donc, tu peux faire tout ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Enlève tous les obstacles que tu penses que, you know, ils vont te rendre la vie difficile. Tu as besoin de soi en ce moment, d'accord, il n'y a pas de problème. But always remember to go back home. Like, retour à soi-même. En tout cas, je crois que le message est clair, Hawa. On va redire merci. Merci pour le temps. Il est 1h du matin chez toi. Voilà, merci à toi. Voilà, merci pour ce partage, franchement.
Et Merci pour la discussion. j'espère que toutes ces personnes qui vont regarder ce podcast-là vont apprendre de toi, apprendre de tes mots. Et on se reprendra forcément sur notre podcast parce que retour à la source, on attend. Donc, j'espère que quand tu retourneras, on se reprendra dans notre podcast pour voir ce qui s'est passé, Inch'Allah. Sure, Inch'Allah. En tout et cas, merci encore. Merci beaucoup et à la prochaine, Hawa. Merci beaucoup. À Merci. la prochaine. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.